Hello tout le monde et bienvenue dans Common. Hello tout le monde et bienvenue sur Common pour ce second épisode filmé en la présence d'un artiste. Bonjour Enzo. Bonjour. Je suis enchantée de t'avoir avec moi. Bon, pareil. Bon, ça fait carrément 1 heure qu'on parle, ça fait un petit moment, et on s'est dit déjà plein de choses hyper intéressantes. C'est vrai. Mais ouais. je suis ravie de t'avoir là. Bah pareil, hein, Merci de m'inviter dans ton podcast. Mais de rien. On va parler de beaucoup de choses, j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte. Tellement de choses. On s'est déjà parlé de sujets que j'aimerais dont on parle ici. Donc, je vais ouvrir ce petit carnet et on va se lancer. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs. Alors, bonjour à tous. Bah, moi, je m'appelle Enzo, j'ai 27 ans et je suis un jeune artiste, on va dire. Jeune artiste, créatif. J'aime bien créer du contenu, j'aime bien faire de la peinture, j'aime beaucoup de choses. Et à travers tout ça, je travaille aussi chez Ralph Lauren. Du coup, je fais un peu de merchandising, je fais aussi de la vente. Du coup, je suis un peu polyvalent dans tout, quoi. Trop bien. Est-ce que tu peux nous traduire ce qu'est le merchandising? Alors, merchandising, c'est quand on met en place des vitrines, par exemple. On choisit l'univers, on a un thème avec une collection et on doit transcrire cet univers dans la vitrine. Ok. Voilà. Donc, très polyvalent, un peu de scéno. En fait, on s'est connus avec Enzo parce qu'on a fait notre bac pro AMA ensemble, dans le même établissement, mais pas la même année. Exactement. Il est aussi graphiste, vraiment une personne très polyvalente. Et nous allons maintenant parler de ton art, parce que oui, tu es ici en tant qu'artiste. Exactement. Là, Ralph Lauren, ils sont jaloux. C'est moi qui t'ai aujourd'hui. Trop cool. Alors, si tu pouvais décrire ton art, comment est-ce que tu le décrirais? Alors, mon art est un peu spécial, c'est-à-dire ça peut être un art un peu choquant, quelque chose de très qui peut faire peur aux gens, un peu dérangé aussi, mais toujours dans l'esprit un peu coloré, très positif en vrai, sauf qu'il y a cette image un peu dark derrière que j'aime bien jouer entre les deux. D'accord. D'ailleurs, c'est ce dont on avait parlé, du gore. Oui, ça, le gore, j'adore. Ça arrive. Prenez l'exemple. Oui, le gore, tu adores, Ouais, et c'est surtout que tu es fasciné. Dès petit, tu as été fasciné par l'horreur. Exactement. Comment? Pourquoi? Explique-nous. Bah, dès petit, j'aimais bien les films. J'ai toujours aimé les films d'horreur, tout ce qui était un peu étrange. Je regardais beaucoup les Tim Burton. Quand il y avait un nouveau film qui sortait au cinéma, que c'était horrifique, il fallait absolument que j'y aille. C'est un peu comme une adrénaline, c'est vraiment les films que j'attends le plus. Ouais, dès petit, je dessinais des dessins un peu gore, bizarres. Même ma mère et mes parents, ils se sont posés des questions à des moments, tellement que c'était assez dérangé. J'ai toujours aimé ça et je me suis dit, faut que je mette ça cette identité dans mon art. Et ça paraît un petit peu du truc, mais ça me fait penser à ma nièce, qui va avoir 6 ans, il me semble. Et pareil, depuis qu'elle a regardé un Tim Burton, donc elle, en l'occurrence, c'était Charlie la chocolaterie, il me semble. Elle veut plus s'arrêter. Et là, elle nous a fait quoi? Alice au pays des merveilles. Ouais. Tout le truc. Et ça continue, vraiment, l'enfant est fan de Tim Burton. Donc je me dis, c'est pas si étrange. Parce que ma nièce est pas bizarre et je pense pas que tu sois bizarre. C'est juste, dans ton art, ça se reflète de cette manière-là. C'est ça qui t'a lancé. Et bon, là, malheureusement, on n'a pas une de tes œuvres. Mais je la mettrai en vidéo. À mon avis, vous pouvez la voir dès maintenant. Tu disais, c'est très coloré. Et il y a ces petits monstres qui t'ont d'ailleurs autant fasciné que ces films d'horreur et que tu dessinais. Et c'est pour ça que tes parents se posaient ces questions-là. Mais ils te servent aujourd'hui et c'est trop bien. Et explique-nous, parce que tu m'as parlé d'une chose, c'est le beau dans le moche. Oui. Donc toi, t'as toujours trouvé ça beau, ce gore, cette horreur, ces petites choses mignonnes. Et moi, ça me fait penser surtout au laboubou. Aujourd'hui, on a vraiment ce truc en dehors de toutes les polémiques un peu sur l'argent par rapport à ça, que oui, laboubou, c'est l'exemple même des personnes de la société qui a plus d'argent et qui veut s'acheter un petit truc. En dehors de ça, toi, la dernière fois qu'on s'est vu pour dessiner justement, tu me parlais de ce laboubou que tu l'avais acheté il y a déjà fort longtemps. Et très longtemps, bien avant que il y a la hype autour des laboubous. J'avais acheté, tout le monde s'est demandé c'est quoi ça, ce singe bizarre et tout.
Mais moi, dès que je l'ai vu, ça m'a plu tout de suite. Je me suis dit, waouh, enfin, je trouvais ça trop sympa, le petit, comme avant, à l'époque, il y avait les kikis, les petits singes, je sais pas si t'as connu. Avec le petit biberon, genre, c'était vraiment la peluche des années 80. Je remets. Et du coup, bah, ça m'a fait penser à ça, mes versions horrifiques, et je me suis dit tout de suite, ah, bah, c'est un truc pour moi, en fait, parce que ça se concordonne dans les deux univers, mignon et horrifique. Oui. C'est pour ça que j'ai tout de suite sauté sur la peluche, et après, quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, c'est dingue. C'est dingue. Après, bah, moi, j'aime aussi Tim Burton, comme je te l'ai dit, mais j'ai aussi une fascination pour un photographe, je sais pas si tu connais David Lachapelle. Tu m'en avais déjà parlé. C'est les deux artistes qui me plaisent beaucoup. Comme David Lachapelle, c'est très coloré, très pop, mais il y a ce côté aussi dark derrière, enfin, de la célébrité qui finit mal, ou des choses un peu plus, que ça soit religieux ou tout. Moi, j'adore genre cet univers. Surtout que ça casse un code. Oui, bah oui. Le tout pour un peu quand c'est très sain justement par rapport à la religion ou très propre, ça tu devais en avoir marre pendant les cours d'art où on te retirait un point parce qu'il y avait une griffure. Ah oui, bah oui. Supportable. non, c'est sûr. Bah après les cours d'art, j'ai bien aimé et tout. Enfin, on apprend, tu vois, les techniques. Plus pour les techniques. Après, j'avais déjà dans ma tête ce que je dessinais en cours, je connaissais déjà le final du dessin, et que ça plaise ou pas, bah, ça aurait été comme ça, et voilà. Tu me disais aussi que tout ça, ça te sortait du quotidien. Exactement. Tout ça, c'est des univers différents. Souvent, les gens regardent des films ou s'identifient à des personnes, mais sans pousser ça jusqu'au bout. Alors que moi, tu vois, tout ce qui est ces inspirations-là, j'essaie de les intégrer dans mon art, dans ma vie. Et je me dis, ah bah, si ces gens-là, ils sont comme ça, bah, pourquoi pas aussi créer un univers comme eux, enfin, avoir le même état d'esprit aussi. Je vois. Là, maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu te mets dans l'état de flow pour peindre, vraiment ton processus artistique. Est-ce que tu peux nous délivrer le secret justement de ça? Et parce que on a parlé aussi en off d'un autre sujet qui était de faire sortir l'artiste de son atelier. Exactement. Parce qu'en plus d'être graphiste, artiste, etc., Enzo fait aussi de la performance, et ça on va vous en parler, c'est hyper intéressant, mais avant tout, le process pour en arriver jusque-là, vous verrez. Bah, le process pour moi, c'est déjà, j'adore la musique. C'est très important d'avoir de la musique dans les oreilles ou être entouré de musique lorsque je peins ou je crée, parce que c'est à ce moment-là que j'arrive à créer tout l'univers, à me créer un cocon. Et avoir la musique dans les oreilles, ça m'aide aussi à voir les formes, à imaginer des choses, comme des personnes qui peuvent écouter des musiques et qui imaginent des clips derrière qui n'existent pas forcément. Moi, c'est un peu le même processus, on va dire. Ok, beaucoup d'imagination. Ouais, beaucoup d'imagination. La musique, elle peut être, par exemple, je sais pas, du rock. Du coup, ça va être quelque chose je dessine quelque chose de très dark. Ou si c'est un truc tout doux et tout, bah, ce sera la partie de l'œuvre où je serai en mode coloré, enfin, très sympa. En fait, moi, c'est comme ça que ça marche dans ma tête. Et après, niveau processus, je m'inspire aussi de tout ce que je vois, par exemple, dans la semaine. Quand je crée l'œuvre, bah, comme j'ai dit, je regarde beaucoup de films d'horreur. Du coup, si je vois des petites parties qui peuvent intéresser dans l'œuvre, je me dis, bah, pourquoi pas l'intégrer dans le tableau, justement. Ok, donc tu es très influencé par tout ce qui t'entoure. Oui. Particulièrement la musique que tu vas écouter sur le moment T. Oui. Et tu me disais que tu peignais plutôt la nuit. C'est quelque chose d'assez récurrent hein, parmi les artistes. Mais peindre la nuit, écouter de la musique, ça aussi c'est récurrent, mais se faire influencer par elle avant tout, d'ailleurs, parce que quand t'es influencé par tout ce qu'on voit, bah, c'est normal. C'est un peu ta veille graphique ou ta veille visuelle, mais que ta peinture soit presque partition finalement, ça je savais pas et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, sans musique, je pense qu'il y a pas... Enfin, je créerais pas de la même façon. Que ça soit même lorsque, par exemple, je fais des posts Instagram, ou que j'imagine des photos ou des shootings, il y a toujours un univers d'un artiste qui va se transcrire dans ça. Ok. Sans forcément recopier, mais tout en imaginant le même univers et en disant qu'est-ce que je peux rajouter à ça. Ok. Trop stylé.
Du coup, on parlait de la performance, parce que tu fais aussi de la performance, mais quand on parlait en off, tu me disais justement que c'est tu es l'œuvre et tu représentes l'œuvre. Donc la performance, elle s'arrête pas vraiment. En fait, on peut continuer à la voir tout le temps. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Quelle est ton envie? Quel est ton process? Comment tu fais? Pour moi, la performance, c'est pas forcément comme on l'imagine dans un musée où il y a ce moment-là où on crée une œuvre avec soi, enfin, on montre un spectacle, un show entre guillemets. Moi, c'est vraiment tout le temps dans l'œuvre. Par exemple, quand je travaille, on peut le voir sur mon Instagram, quand je poste, je mets mes publications, il y a toujours moi. Et en fait, moi, c'est aussi le reflet de l'œuvre du moment. Alors, je m'adapte vraiment, par exemple, c'était très dark, très rouge, enfin très horrifique. Et j'ai aussi voulu faire la même chose en interprétant ça dans mon look, que ça soit avec des lunettes rouges ou en m'associant à un artiste pour un bijou, par exemple. Ça, j'aime bien créer l'œuvre qui se retranscrit dans moi. Comme du coup dans ta dernière exposition, C'est ça. Qui s'est passée au Cartel. Chez Castel. Chez Castel. Putain, chez Cartel dans la tête, ça n'a rien à voir. Chez Castel, qui est un club du 6e. Un club privé, très privé. Dans lequel on peut parfois retrouver des artistes qui font des expositions. Exactement, il y a beaucoup d'artistes qui font des expositions, c'est aussi le lieu passage de Gainsbourg, enfin toute cette époque artistique en fait, qui aujourd'hui je trouve s'étend de plus en plus. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé de le faire dans ce lieu-là, justement, pour, entre guillemets, rebooster et dire, ah non, il y a toujours ce côté artistique, en fait, qui existe. Parce que ce lieu, donc, Castel, mais aussi le Serpent à Plumes, exactement. Je trouve que c'est vraiment 2 lieux qui font partie de Tadea, qui continuent cette performance. Pourquoi ces lieux-là? Bah, déjà, pour commencer, moi, je suis allé au Serpent à Plumes il y a, 4 ans, je dirais. 4 ans, ouais, c'est 3-4 ans, j'y suis allé une fois, à une soirée, j'ai été invité par un artiste. Et j'avais adoré parce que je m'étais retrouvé directement dans ce milieu très artistique, très fermé. Et je me suis rendu compte que les gens, ils étaient normaux entre guillemets, et j'étais intégré. Enfin, c'est la première fois que j'étais intégré dans une soirée, un lieu. Par exemple, moi, si on m'invitait à l'époque à des anniversaires ou autres, il y a toujours ce côté-là où t'es un peu exclu, où tu t'entends pas forcément avec tout le monde. Alors que là, c'était vraiment une soirée où tu peux être toi-même et personne te juge. Comment tu es arrivé, comment tu es, d'où la performance, tu peux jouer un personnage. Et c'est très intéressant pour moi. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a cette espèce de paradoxe, ce truc un peu étrange où quand tu te retrouves dans la vraie vie avec soi-disant des vrais gens en tant qu'artiste ou personne dite de bizarre, tu te sens vraiment très seul. Et dans le monde artistique où tu penses que les personnes vont te rejeter, que c'est très dur de rentrer dans ces cercles, etc., c'est là qu'on t'accepte. Exactement, c'est le paradoxe en fait. Par exemple, à l'école, je donne un exemple avec l'école. Pour moi, l'école, ça a toujours été un calvaire, entre guillemets. Pour la plupart des gens un peu créatifs, t'es bizarre, du coup, on te met tout de suite dans une case où tu fais pas l'affaire. Enfin, pour ma part, c'était un peu ça, entre guillemets. Et je me suis dit, bah, c'est drôle, dans un lieu aussi particulier où il y a des gens quand même assez connus, t'arrives à t'intégrer en une soirée, alors que des fois, tu mets des années à t'intégrer dans une classe. Et pour moi, c'était tout de suite le tilt en mode je dois être dans ce milieu-là parce que c'est ce milieu qui m'accepte, entre guillemets. Après, c'est vraiment les lieux où tu peux être toi-même et en même temps, tu peux être qui tu veux. Exactement. Et personne ne te jugera parce que tout le monde fait pareil. Exact. C'est vraiment les lieux un peu, on va dire, des gens faux, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des gens sympas où là, on crée des liens et on peut se revoir à l'extérieur et tout, c'est toujours très intéressant, mais faut savoir que dans ces soirées-là, dans ces lieux, faut toujours revenir avec une carapace, entre guillemets, un personnage, quelque chose, parce qu'il y a tellement de personnes malveillantes, et ça, c'est super important de le faire, parce que tu peux pas arriver avec toi-même, de toi de tous les jours, de ta vie, et tomber sur une personne malveillante et pas savoir comment se protéger, et au final, bah, ça peut aller très très loin. En parlant de ce monde, un peu le monde mondain, toi, tu as décidé d'essayer de t'y intégrer
le comment, le pourquoi. Dis-nous. Bah pour ma part, le monde mondain, j'y suis intégré entre guillemets, mais je l'ai connu car avant j'étais sur Instagram, je faisais influenceur entre guillemets. Enfin, j'avais des contrats avec des marques, je recevais des produits, j'étais invité à des événements. Ouais, c'est la définition même d'un influenceur, il dit entre guillemets, mais non, c'est pas entre guillemets. Moi, j'ai vu son compte avant, je le suivais, c'était pas entre guillemets, c'était un influenceur. Et ouais, j'étais intégré à ce monde-là, un peu mondain, de la mode. J'ai connu après, dans ces événements, des personnes qui faisaient encore plus partie du vrai monde mondain pour le coup. Je parlais par exemple de mon ami John, qui est des États-Unis et qui est vraiment intégré à ce monde-là. Je l'ai connu et je pensais que ça allait être une personne un peu c'est froide, enfin pas forcément qui te considère parce que t'es pas comme lui ou t'es pas dans le même niveau de vie. Alors que cette personne est super sympa et au contraire, tu vois, on crée encore un lien aujourd'hui, on s'entend très bien. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu forcément à me cacher ou à me jouer un personnage devant lui. Et ça peut changer selon les personnes en fait. Ok. Là justement, on est sur le sujet de l'influence. Pourquoi est-ce que tu as arrêté d'être influenceur ? Alors, pour ma part, j'ai arrêté d'être influenceur parce que j'aime trop l'artistique. Et en fait, c'était super bien au début. Enfin, comme je disais, on reçoit plein de trucs, on est admiré entre guillemets, on est invité à droite à gauche. Pour les contacts aussi, c'était bien. Pour le coup, c'était vraiment bénéfique. Mais ouais, pour ma part, après, ça m'a un peu déçu dans le sens, j'avais pas totalement le contrôle de l'image entre guillemets, de mon image, et j'avais envie de faire des choses un peu plus folles, un peu plus artistiques, que l'influence ne permet pas forcément de faire. Je donne un exemple. Par exemple, moi je recevais des produits cosmétiques de marque et tu dois faire un post. Mais ce post-là, tu peux pas faire un post n'importe comment. Ça doit être, entre guillemets, reflet de la marque où tu dois forcément te montrer toi comme tu es sur ton Insta actuel. Du coup, tu dois jouer aussi avec ça. Si t'as pas cette image-là, la marque, elle se dit ça correspond pas et tout de suite tu vas recevoir un message de la marque ou de l'agence qui m'a envoyé les produits et dire est-ce que tu peux changer ce post, ça va pas, c'est par exemple le produit il est mal mis en valeur. Enfin, c'est tout un concept comme ça qui m'a à la fin déçu vraiment. Oui, parce que finalement t'es un créateur de contenu, donc t'es censé être une personne créative, c'est ça. Mais pas tant. C'est ce qu'on disait par rapport aux agences, rapport à tout ce milieu qu'on aimait prendre des tests. C'est ça. Au final, on te dit créatif, oui, c'est ça. Mais il faut c'est plus de la création. C'est plus de la création, c'est de l'exécution entre guillemets. Mm. Tu sais déjà ce que tu vas poster, tu sais déjà comment va être la DA, et en fait c'est à la chaîne et t'as pas forcément je sais pas, je donne un exemple, tu fais du contenu où t'as par exemple les cheveux blonds et que tu fais de la cuisine. Demain tu peux pas dire je vais me raser les cheveux et je vais faire je sais pas du yoga. Oui. Parce que ça, la communauté, ils vont pas comprendre. Ils vont dire mais pourquoi t'as dérivé complètement dans autre chose. Et pour le coup, moi j'ai aussi à faire entre guillemets ça en postant des choses différentes. C'est ce qui a plu d'ailleurs sur Instagram, des choses différentes. Je parlais de mode, je parlais de produits, j'avais, je sais pas, à l'époque, j'avais des vidéos aussi un peu plus travaillées. Enfin, c'était vraiment, j'avais quand même à passer entre les mailles du filet, on va dire. Oui, t'arrivais à avoir cette charte demandée. Exactement. Tout en faisant tout de même ce que toi tu voulais faire. C'est ça. Et je vais peut-être me répéter pour toi, mais pas pour nos éditeurs. Je disais que justement, ta story d'hier, elle m'a beaucoup touchée, beaucoup impactée. D'accord. Parce que toi, tu fais clairement un fuck à l'algorithme, voilà. Tu dis, moi, je veux pas respecter ça. En fait, votre soi-disant de régularité, elle me contraint et je le ferai pas. Je ferai ce que j'ai envie. Et finalement, ça a fonctionné quand tu étais influenceur. Pourquoi pas maintenant en tant qu'artiste? Et surtout que les codes de l'influence te servent et vont continuer à te servir pour la suite, puisque c'est une performance que tu continues aussi sur les réseaux, ce qui est incroyable. J'espère qu'un jour ça ne te fatiguera pas. Voilà. Non, je pense si le jour où je me lasse de tout ça, c'est que j'aurais pu, on va dire, de créativité, je serais pu à inventer des choses, à vouloir faire
de nouvelles expériences. Et ça, ce jour-là, c'est vraiment que genre faudra plus me parler et je m'enfermerai dans une boîte. Mais je pense pas que ça arrivera d'ici là. Oui. Je pense pas que ça arrivera d'ici là. Et pour mon contenu actuel qui est très artistique, rien ne m'empêche demain de faire une collaboration avec une marque. Mais pour le coup, c'est moi de mettre les règles là-dessus. Ce sera pas la marque de choisir. Oui, parce que là, tu veux plus avoir ce diktat. Exactement. Ni toi-même à te l'imposer, ni que qui que ce soit te l'impose. Exactement. Et ça, c'est plutôt incroyable. Tu dirais que ces outils d'influenceurs t'ont appris bien plus que le reste? Pour le coup, oui. Il y a plusieurs choses. C'est la confiance en soi. Ça, c'est très important. Et moi, je l'avais pas forcément. Enfin, souvent, c'est cliché, mais de dire on s'aime pas, on se regarde dans le miroir, forcément, on se trouve pas beau. Et se mettre en valeur sur les réseaux, commencer à, comme je dis, créer un personnage aussi. On commence à s'habituer à son image et on sait comment il joue avec. On s'apprécie un peu plus. Et surtout pour la confiance en soi, parce qu'on rencontre beaucoup de gens dans ce milieu-là. T'es obligé de parler avec des personnes, t'es obligé d'avoir des contacts physiques en vrai, comme en message. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à faire du réseau aussi, tu vois. En parlant de réseau, c'est quelque chose dont je parle souvent sur le podcast parce que c'est extrêmement dur en tant qu'artiste pour certains, avoir les corones, d'être mondain, de faire des connaissances, et d'autres qui n'ont tout simplement pas juste la chance d'avoir un réseau déjà soit construit, soit capable de financer l'art. Exactement. Toi, justement, l'influence, elle t'a permis en partie ça, et tu continues de le faire. Ouais. Tu dirais que c'est comme un exercice et que maintenant tu mets en pratique. Exactement, c'est un peu, je compare ça à des cours comme à l'école, sauf que c'est des cours dans la réalité, tu vois, j'ai appris, je sais comment démarcher une personne maintenant, je sais comment me vendre, j'ai moins peur de ça qu'avant, tu vois, j'aurais été incapable de le faire. Et je me suis dit pourquoi pas mettre tout ce que j'ai appris dans l'influence dans le monde artistique, en recommençant entre guillemets à zéro, mais en parlant de moi-même, de mon art, et faire un peu la même démarche des deux côtés. Trop bien. Et on parlait aussi du personnage, d'avoir, pas de faire semblant, mais justement pour la performance, il faut aussi que, comme tu représentes ton art, que tu deviennes l'art, donc que tu fasses un persona. Et il faut quand même vendre l'art, entre guillemets, et aujourd'hui j'estime que il y a beaucoup de gens qui peignent, même toi tu peins, tu crées, tu vois, et qu'est-ce qui fera la différence dans tout ça, c'est de vendre l'art, mais aussi de se vendre soi-même, de créer qu'on appelle ça, une envie aux gens de pouvoir te démarcher, de te parler, et après derrière tu peux parler de tout ce que tu veux, mais les gens, surtout dans cette société, s'intéressent vraiment à la personne, au physique, très physique, très comment il se comporte et tout, et ça je trouve c'est super important pour le coup, plus que même peindre ou dessiner en soi-même, tu vois. Et on s'était posé une question que j'aimerais qu'on approfondisse, c'est est-ce qu'on achète l'œuvre parce qu'on l'aime ou parce qu'on aime l'artiste? Exactement. Ça c'est une grande question, je pense qui se pose depuis la nuit des temps, mais après il y a eu des artistes qui ont prouvé ça. Je donne exemple sur Jeff Koons. Jeff Koons, il a vendu son œuvre Balloon Dog à des millions d'euros en enchères, aux ventes artistiques, entre guillemets. Et pourtant, on connaît l'artiste, on sait comment il est. Il a eu des relations avec une actrice italienne, il me semble. La Ciuccellina, elle s'appelle. Et du coup, ça aussi, ça a fait parler. Ok. Et en fait, oui, il a créé tout un univers autour de lui-même. Et il a su faire parler de lui. Et c'est comme ça qu'il a pu vendre aussi ses œuvres à côté. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ça, ça fait parler. Ça fait parler. Exactement. Et on reconnaît ses œuvres. Pour revenir un peu sur les réseaux, tu aimes ces réseaux-là. Ouais. Tu as fait de l'influence, tu as arrêté, maintenant t'es artiste, même si tu continues ces codes, donc ça prouve bien que tu aimes les réseaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence qu'il y a entre les deux, entre l'influence et l'art maintenant? Aujourd'hui, moi je regarde beaucoup les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos de gens qui peignent. Il y a ce côté-là où les gens ils mettent en avant leur talent, que ce soit chanteur, peintre ou autre.
dans l'espoir, entre guillemets, d'avoir une visibilité, d'être connu ou d'être perçu par un agent, une agence, quoi que ce soit. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir ces réseaux-là, mais sans trop en faire, dans le sens, faut aussi s'amuser. Faut pas penser tout de suite à, entre guillemets, la fame, enfin, tu sais, tout ce qu'on peut récolter grâce à ça. C'est d'abord se construire soi-même là-dessus, avoir un vrai projet, pour le coup, parce que beaucoup de gens se mettent sur les réseaux sociaux, mais au final, n'ont pas forcément de projet, ou ils postent parce qu'ils aiment bien poster leur vie, et comme à l'époque on faisait sur Facebook, tu sais, on mettait les vacances et tout ce qu'on faisait. Enfin, pour ma part, on a tous les deux connu Facebook, et aujourd'hui c'est devenu vraiment Instagram, il faut absolument l'avoir. Je vois ça parce que je sais quand je sors beaucoup en soirée, on me demande d'Instagram, et je me vois mal dire j'ai pas Instagram ou j'ai pas de réseau. C'est une carte de visite maintenant. C'est une sorte de carte de visite, je dirais même obligatoire, surtout dans le milieu artistique ou de design, ou si tu veux travailler dans le design, la mode ou autre, il faut forcément avoir ces réseaux-là. Sinon, pour réussir, je sais pas, enfin, pour réussir, tu peux y arriver sans ça, mais tu as besoin de ça pour être crédible dans la société un peu moderne aujourd'hui. C'est clair, je suis carrément d'accord. C'est même ce qu'on nous dit, finalement. Bon, il y a aussi le fait d'avoir un site web et tout, il y a tout ce qui l'accompagne. Mais si t'as pas Instagram, un peu compliqué. Même moi, dans ma manière de réfléchir, par exemple, la dernière fois, je suis allée à Pérotin. J'ai un peu cherché les artistes sur Instagram, ceux dont j'aimais l'art, et je suis tombée sur un Instagram d'une artiste où je savais pas vraiment si c'était elle, parce que dans son feed, il y a rien. Ouais, ça c'est beaucoup, je vois beaucoup de ça aussi sur Instagram, des artistes qui font des super trucs et ils se mettent pas forcément en valeur. Et je trouve ça dommage, entre guillemets, parce que les jeunes générations, c'est eux qui vont regarder l'art plus tard. Et je me dis, il faut d'abord parler à eux qu'aux anciennes qui sont déjà en place. Si les anciennes, ils veulent voir ton art, il y a tous les moyens, le site web, tu peux leur apporter les books. Ça, ils aimaient bien aussi à l'époque. Les books. Et franchement, non, il faut l'avoir Instagram. Et pour les artistes qui n'ont pas, je comprends pas. Bon, après, elle avait, mais c'est vrai que il y avait rien dedans. Et puis, je pense que la dame se dit aussi, je suis à Pérotin. C'est ça. Donc, je n'ai absolument rien à prouver. Et parfois, j'aimerais aussi avoir ce courage, en quelque sorte. Mais malheureusement, je suis une artiste émergente, tout comme toi. Et on s'adresse pas aux mêmes personnes qu'elle. Non. Et il y a des codes qui sont arrivés aujourd'hui qu'on doit un minimum respecter. C'est ça. Donc, on le fait. Et puis, le jeu des réseaux, moi, j'avoue que j'aime bien aussi. Oui. Même si parfois c'est dur, parce que ça te rappelle aussi pour certaines personnes que les réseaux, ça marche pas pour tout le monde. Ah, c'est sûr. Après, ça marche pas pour tout le monde, mais comme je dis, ça dépend du contenu que tu veux faire. Faut pas forcément, comme toujours, le jeu de l'image, du personnage, faut pas se montrer comme on est, parce que si ça, entre guillemets, notre vie, elle est pas passionnante et qu'on fait pas quelque chose d'autre à côté, les réseaux, ça peut être banal, en fait, ça peut être un énième compte Instagram. Et aujourd'hui, c'est le truc à faire, c'est vraiment de créer toute une histoire, toute une direction artistique sur ce réseau social et attirer le maximum de personnes, à intriguer aussi. Moi, en parlant d'attirer un maximum de personnes, on disait que aujourd'hui les artistes ils sortent pas encore assez de leur atelier, ils se montrent pas encore assez, et que il y a aussi cette chose, enfin ça nous fait un bémol. Parce que on ne voit pas, comme par exemple les musiciens et tout, sur des plateaux de télé, on n'est pas égérie de marque. Toi, t'aimerais changer ça? J'ai une vision un peu plus, on va dire, modernisée de l'art. Comme tu disais, l'artiste qui est dans son atelier et qui espère un jour exposer ou être artiste, il y a cette démarche en mode je peins. Si tu peins, t'es artiste dans tous les cas. Mais aller plus loin, toujours bousculer les codes aussi. Comme tu dis, pourquoi on n'aurait pas un artiste égérie d'un parfum, par exemple, au lieu d'un footballeur ou d'un musicien ou un chanteur. Dans tous les cas, je trouve ça c'est vraiment très important aujourd'hui pour moi, de mettre ça en avant, de me dire pourquoi pas dépoussiérer cette image de l'artiste vraiment atelier, comme tu dis. Je comprends. Est-ce que le monde de l'art doit changer pour être plus vu? Oui. Pour le coup, puisque à force de rester dans les ateliers, c'est pas avec la poussière et la peinture, quoique
Quoique, il y a des visites d'ateliers aussi, même si c'est un peu... Enfin, il faut connaître, quoi. Il faut avoir aussi, comme tu disais tout à l'heure, les corones pour demander « Est-ce que je peux venir dans votre atelier ?» C'est d'ailleurs ce que l'artiste, donc Anna Peter Breton, avec qui on a fait le workshop grâce à Merea, qui sont 2 curatrices d'art incroyables qui ont lancé du coup leur agence. Elle nous disait que en tant qu'artiste, il faut aussi travailler son réseau artistique, demander aux artistes qu'on connaît si on peut visiter leur atelier et tout. Ça, c'est un peu compliqué. Mais si on s'arrête qu'à là, que cet artiste est pas sur les réseaux et que même juste le monde de l'art change pas, finalement, ça évoluera. Ça évoluera dans tous les cas, mais peut-être pas de la façon comme moi je l'imagine. Et plus lentement aussi. C'est ça, plus lentement, et ça donnera aussi moins envie aux jeunes générations de le faire, d'être artiste, en se disant en fait, au final, si je peux peindre, je dessine, et que je peux en arriver là, ça donne envie de continuer, par exemple, ses études d'art ou de design. Et pour malgré le coup, nous, c'est ça. Pour nous, aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, on a tous les deux fait des études d'art et on n'était pas forcément à savoir où on va aller, dans quelle direction. Et aujourd'hui, je trouve c'est dommage qu'il n'y ait pas des agents comme dans la musique ou autre, dans l'art, même concept, et qui poussent un artiste à vendre, à se faire connaître, comment, avoir une image, comment parler, à des médias ou autre. J'ai une théorie. Il y a des agents d'artistes, même de la peinture et tout, mais ma théorie, c'est le monde de l'art, peinture, performance, photographie, etc., tout ce qui peut être dans une galerie, est encore très élitiste. C'est sûr. On a encore du mal à bouger ces choses-là, ou plutôt, on aime, ou en tout cas certaines personnes aiment garder cette chose de tout le monde ne peut pas le faire. Oui, il y a aussi ce côté-là de préserver l'unique entre guillemets, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que, pour moi, qui a fait des études d'art et qui dessine depuis petit, je me dis, en fait, je peux prétendre à quoi comme métier, à part être dessinateur dans un atelier, une agence ou autre, et plutôt créer un rêve, tu vois, derrière tout ça. Dire, on peut en arriver là, et juste en dessinant, en travaillant et tout, et en arrivant à un but comme ceux qui pourraient faire des pubs de parfums et tout, comme des égéries en fait. Oui. Être invité au Fashion Week, être plus visible. Faire vraiment partie du monde. Du système un peu, en réalité du système carrément dont fait partie l'art, en tout cas dans l'imaginaire, mais aussi dans la réalité. En faire partie complètement. C'est ça. Dans toutes ces nuances. Parce qu'aujourd'hui, t'as le milieu artistique qui est dans le milieu de la mode, mais ça va être toujours derrière des collaborations d'une marque. Ça sera jamais l'artiste est mis en avant, certes, parce qu'il a fait la collaboration, mais le public, il va pas réagir comme un fan devant l'artiste, tu vois. Et créer un engouement autour de l'artiste, vraiment donner envie de le suivre, tu vois, jusqu'au le mettre à la place qu'il mérite. C'est ça, à la place qu'il mérite, et pas se cacher derrière une collaboration et ça s'arrête là, tu vois. Être un peu la star, quoi. Exactement. Parce que ça, c'est vrai qu'on l'a pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai des artistes que j'adore. Je te disais, genre Inès Mangebial, mais aussi Chloé Waze. Elle, c'est... Et bizarrement, parce que elle, c'est beaucoup de... C'est du figuratif, tu vois, c'est du concret. Mais le concept, tout son questionnement et tout, et comment elle se met en scène, vraiment, si tu la connais pas, tu vas l'adorer. Elle se met en scène d'une manière incroyable, surtout sur les réseaux, elle en joue beaucoup. Avant, Inès Mangebial aussi, mais plus trop maintenant, mais ça peut se comprendre. Après, ses œuvres restent ce qu'elles sont et c'est incroyable. Mais Chloé Waze, c'est mon bébé, j'adore ce qu'elle fait. Et elle, il me semble qu'elle est devenue connue grâce à sa collaboration avec Jack Mus. Mais pareil, en réalité, on en parle pas plus que Jack Mus lui-même qui a créé tout son univers. Et aujourd'hui, on voit Jack Mus, je sais pas, dans la rue et tout, on le reconnaît directement. Aujourd'hui, est-ce que tu vas reconnaître un artiste d'une galerie dans la rue? Moi, peut-être oui. Mais pas la personne à côté, moi. Parce qu'on l'a connu, parce qu'on allait dans la galerie, on avait son expo et tout. Mais la personne jeune, je sais pas, de 18 ans,
qui s'intéresse à l'art, elle sera pas forcément là à le reconnaître et tout. Et lui-même n'a pas attiré cette personne aussi dans son univers. Et ça, je trouve ça dommage. Et en parlant d'attirer, parce qu'on parlait aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont dites en off si vous n'avez pas compris, des dérives du monde mondain. Et ça, c'est un gros sujet parce qu'on a dit qu'en gros, il faut sortir de son atelier, il faut aller voir un peu plus que son milieu et tout. Mais faire attention aussi à ce monde. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est un monde rempli de piranhas, comme on dit. Et moi, je le savais. Depuis que je traîne dans ce milieu, j'ai commencé l'influence Instagram. J'avais 19, 20 ans, 21 ans, tu vois, à peu près. Et je savais qu'il y avait déjà ce côté, ce milieu un peu malsain. D'où pourquoi mes parents, à chaque fois, ils me disaient « touche pas aux drogues, faut pas fumer, faut faire attention à ce qu'on te met dans le verre. » Et ça, tous les parents, je pense, le disent à ses enfants lorsqu'ils sortent en soirée ou autre. Sauf que, en fait, c'est tellement plus gros qu'une soirée parce que tu rencontres des gens aussi connus que tu admires. Et tu t'imagines pas derrière qu'il y a tout on va dire un peu ce cauchemar, entre guillemets, tu vois. Tu t'admires la personne et tout de suite, tu peux être vite déçu parce qu'elle a pas le même comportement que tu imagines dans les médias ou dans la télé, tu vois. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que cette personne, elle pourrait t'aider à évoluer dans ce que tu fais, sauf que tu es obligé de passer par des chemins pas forcément recommandés. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, et merci aux parents qui apprennent à leurs enfants de faire attention à ce qu'ils font dans le verre, faire attention à leur verre, pas fumer, pas boire. Bon, on peut boire. On peut boire, mais faire attention avec qui on boit. Exactement. Et la quantité aussi, ça va être important. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais c'est surtout genre ce délulu un peu qu'on peut avoir qui est assez qui peut décevoir beaucoup de personnes. Oui. Et les arrêter sur un bon chemin, parce que finalement, tu rencontres aussi toujours des bonnes rencontres comme des mauvaises, mais apprendre, et je pense que ça c'est ce que tu as fait, c'est apprendre uniquement ce qui t'apporte. Exactement. Et laisser le reste. J'ai une collègue qui disait plume de canard. En gros, tout passe, tu vois. Ah ouais. Un petit big up à elle si elle regarde. Tout passe un peu comme ça et je me laisse atteindre par rien de ce que je veux pas qu'il m'atteigne. Exactement, mais tout passe, mais après, tu vois, des fois, ça peut être décevant. Dans le sens, tu dis, j'ai réussi à aller dans ce milieu-là, j'ai rencontré telle personne, mais tu sais qu'il y a un mur, entre guillemets, et même si dans ta tête, tu te dis, ils sont pas tous comme ça, en fait, il y a quand même ce mur-là où tu te méfies des gens, tu te méfies toujours, en fait, t'es jamais serein, entre guillemets. Ça, c'est très problématique. Voilà. Je vais lancer ma phrase hyper politique. Désolée. C'est le monde des femmes, quoi. C'est un peu ça. En parlant justement des personnes de ce monde mondain qui peut être un peu décevant parfois, il y a une troisième catégorie, on va dire, entre les personnes qui nous déçoivent pas, les personnes qui nous déçoivent, et les vampires énergétiques. Et là, j'aimerais faire un petit clin d'œil à Safia Studio et à son podcast Queen Talking. Son dernier épisode, justement, parlait de ça. Et ça m'a beaucoup fait respirer, prendre conscience de beaucoup de choses vis-à-vis de ma confiance en moi, de peut-être le travail énergétique que je devais mettre en place. Et elle disait, justement, que quand tu es un soleil, tu attires les personnes qui, elles, ne sont pas un soleil. Parce qu'ils ont besoin d'énergie que tu as, et si toi tu travailles pas sur ta propre énergie, c'est des choses qui vont se répéter, ces personnes vont te bouffer, du coup des vampires énergétiques. Est-ce que toi tu as pu en rencontrer, malheureusement pour toi, et comment est-ce que tu es sorti de ça, ou comment, si ça arrive fréquemment, tu gères? Oui, pour ma part, après, je pars sur le principe que je suis quelqu'un de positif tout le temps. Je suis jamais dans le négatif. Quand, par exemple, je donne un exemple au travail, je travaille dans la vente, du coup je suis en contact avec des clients parfois difficiles, qui sont tout de suite dans la négation ou énervés. Et en fait, t'essayes un peu d'être positif, et des fois t'as des personnes qui ne changent pas et qui restent dans
leur état, ce qui fait qu'en fait, tout leur procédé d'achat, il va mal se passer. Ils vont pas trouver les tailles, ils vont avoir des problèmes avec ça. Et en fait, c'est la même chose dans le milieu mondain de la nuit, c'est qu'il y a des gens, pour avoir, comme moi, un peu solaire et tout, et t'as des gens négatifs qui profitent de ça et qui se servent de ton entre guillemets en te faisant croire mondes et merveilles. Et au final, ils t'attirent comme ça dans leur filet et soit tu sais à quoi t'attendre, soit tu t'es nouveau dans ce monde et tu sais pas justement à quoi, enfin, quand ils vont réagir, comment ça va se passer. Et pour ma part, genre, ça m'est arrivé tout au début quand je faisais des soirées au Serpent à Plumes. J'étais invité par un artiste et super sympa au début, on a parlé et tout. Et quand en fin de soirée on me propose d'aller directement chez lui, tu comprends. Soit tu es éduqué, t'as une éducation, tu sais à quoi t'attendre, soit tu es crédule et t'y vas et tu dis pourquoi pas, on fait la suite de la soirée là-bas, il t'arrive des choses que tout le monde peut s'imaginer au final et tu te dis au final on va te dire c'est ta faute, t'avais qu'à pas suivre cette personne. Mais si t'es trop gentil, si t'es trop joyeux et tu penses que tout le monde est comme ça et qu'au final tu te fais avoir direct. Ouais. C'est terrible. Terrible. Faites attention à vous. Exactement. Voilà, ne faites pas confiance aveuglément à une personne que vous ne connaissez pas. Jamais. Juste parce que elle a l'air sympa ou qu'elle vous promet mondes et merveilles. Faire attention. Le milieu de l'art, c'est comme n'importe quel milieu finalement. Ah oui, tout le monde n'est pas beau, tout gentil, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Encore plus si vous sortez beaucoup pour faire du réseau. Faire gaffe. Et aussi beaucoup parce que, enfin, pour ma part, quand t'es un homme gay dans ce milieu-là, t'es encore une proie encore plus qu'une personne, tu vois, hétéro. Et comme je le dis, ce milieu-là, en fait, il y a beaucoup de gens gays, sans faire de clichés, mais les gens hétéros, ils ne s'adaptent pas à ce milieu-là parce qu'il y a tous ces codes, toutes ces choses qui peuvent pas s'attendre et eux, si ça leur arrive, ils vont dire stop, j'arrête, j'abandonne. Alors que les gens un peu plus ouverts d'esprit, comme nous, on se dit il veut faire ça, on connaît déjà les codes, du coup on se dit on va contrer en faisant ça, on va pas forcément aller dans son chemin et on sait comment le faire, on a été, inconsciemment on est entre guillemets éduqué à ça, tu vois. Ouais. Heureusement pas. Toi tu dirais que t'as eu un bon entourage. Oui, ouais. Qui t'a assez encouragé. Exactement, ma famille ils sont pas du tout dans l'artistique. Ce qui est peut-être un bagage en plus, même si j'ai pas pu prétendre à des écoles de mode, faute de budget, ou ça coûte super cher, tu vois, à cette époque. Déjà faire une école de design, là, comme j'ai fait, ça a coûté beaucoup, et au final, ça a pas rien donné, mais ça a pas donné grand-chose. Et avoir un entourage, entre guillemets, sain et normal. D'où je remets le jeu du personnage. Dans ces soirées-là, faut toujours faire le personnage et avoir sa vie à côté avec sa famille, être normal, parce que si on gère les deux en même temps et les deux se croisent, pour moi, ça peut ne que mal se passer, en fait. Anna Montana. Hein. Exactement. Anna Montana, après, son père, il était déjà connu. Oui. De ce côté, elle est déjà dans les paillettes. Okay. Moi, personne n'est connu dans ma famille, tu vois, et c'est ça qui est un peu, entre guillemets, non, mais c'est bien dissocier le monde artistique où là tu fais ton show, tu fais ton personnage et tout, et le monde avec tes parents, tes amis, où justement eux ils permettent aussi cette espèce de balance, cet équilibre pour pas perdre pied et même juste pour te sécuriser mentalement, physiquement. Ça je trouve ça hyper important. Des espèces de petits pics, tu sais, des fois en repas de famille où il y a ma soeur, ma mère et ça, tu rêves et tout redescend sur terre. Arrête et tout, nanana. Juste ça, en fait, ça permet de, entre guillemets, vraiment redescendre sur terre, sans te dire, en fait, ils croient pas en moi et tout. Eux, ils peuvent pas s'imaginer ce qu'il y a derrière le plan que je crée, ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et ça qui est drôle aussi, c'est qu'il y a ces deux univers qui se différencient. Je peux être un dîner avec des gens à parler d'art, être vraiment dans mon monde, et être un repas de famille le lendemain, et être complètement dans la vie réelle, et ça, c'est drôle, tu vois. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour terminer le podcast, on avait parlé aussi du fait, est-ce que l'art est un métier ou un état d'esprit ? Pour moi, l'art, c'est les deux. Ouais. Et c'est un métier aussi.
Pour toi, qu'est-ce que c'est l'art avant tout? Alors, pour moi, l'art avant tout, c'est le commencement de sa vie, entre guillemets. C'est que tu peux devenir artiste, mais au fond de toi, dès que tu nais, dès que t'as, pour ma part, j'ai dessiné depuis que je suis petit, je savais que j'allais prétendre à ce milieu-là. J'avais influencé par la télé, par les médias, par tout ce que je voyais d'artistique. Et en fait, tu te nourris de ça depuis très longtemps, inconsciemment. Mais au final, tu te dis, ah, bah, finalement, ça m'a servi aujourd'hui pour telle situation ou tel endroit. Et tu te dis, bah, en fait, on est un peu calibré à ça, entre guillemets. Sans vouloir, sans se dire, ah, je vais être artiste, c'est ça que je veux faire. Pour ma part, le nombre de trucs que j'ai vécu différents des autres, que d'autres n'ont pas forcément vécu. Je donne l'exemple, aller au Fashion Week et tout, tu vois, ça arrive pas à tout le monde. Et je me dis, c'est toujours un chemin que j'ai pris et je me dis, en fait, c'est pas pour rien que j'ai peut-être vécu ça, c'est que ça se trouve, ça va être utile après, tu vois, comment tout ça s'organise. Pareil pour les soirées, tu vois, je rencontre beaucoup de gens connus ou des gens importants et ça me paraît pas anodin. En fait, je me dis, j'ai vu tout ça avant et pour moi, c'est normal aujourd'hui que je les rencontre. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je le vois, moi. C'est une suite logique. Oui, c'est une suite logique, ouais. Et ouais, l'artistique, en fait, pour moi, c'est la vie, entre guillemets. C'est comment tu veux rendre ta vie, comment tu veux la façonner, entre guillemets. C'est une bonne définition. Ouais. J'aime bien cette définition, Ouais. elle est sympa. Ouais. Elle est moins cartésienne que Bah, la ouais. mienne maintenant. Comme Toi, tu c'est dis. quoi ta définition? Après, moi je suis des lulus, tu vois. C'est un peu ça. Bah, pareil, tu vois, j'ai toujours, je pense, été destinée à faire de l'art. Ouais. Même si il y a eu de grandes difficultés qui ont fait que il fallait trouver un moyen de faire de l'art et de le rentabiliser. D'où le fait que je sois devenue graphiste, directrice artistique. Mais même si j'aime ça, même si j'aime le graphisme et tout, l'art, ça n'a jamais été la même chose pour moi. Ouais. L'art, c'était une façon de se libérer. C'était vraiment la chose que je voulais faire jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, bah oui. Et on me disait depuis petite, l'art, c'est pas un métier, patati patata. C'est que quand j'ai grandi qu'on a fini par me dire que l'art était un métier. Et aujourd'hui, je me rends compte tous les jours. Parce que finalement, ça prend un temps pas possible. Est-ce que, pour le moment, c'est un métier qui paye bien? Non, c'est sûr. Ça... Pas tant. Après, est-ce qu'on le fait pour l'argent? Est-ce qu'on le fait pour l'argent? En fait, on ne le fait pas pour l'argent. Pour vivre heureux. Peut-être aussi la difficulté aujourd'hui de beaucoup d'artistes émergents. C'est que il faut aussi avoir ce rapport à l'argent dans les métiers de l'art. Et autant que pour moi, il faudrait avoir des métiers des cours de la vraie vie au lycée, par exemple, apprendre à faire une fiche d'impôt. Autant dans les cours d'art, que ce soit aux Beaux-Arts ou pareil, comme nous, aux arts appliqués, avoir aussi des cours de bien gérer en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'artiste, bien gérer son argent et le générer. Le générer, c'est pas la même chose, mais c'est concomitant, quoi. Donc voilà, pour moi, c'était un métier, autant qu'une vie, mais malheureusement, il y a encore des choses à faire. Mais après, il y a tellement d'étapes entre tout ça. Tu peux générer ton argent à, je sais pas, à partir de 40 ans, 50 ans. Peut-être que ça, tu sais pas à quel temps ça va prendre, comment tes projets vont évoluer. Tout ça peut changer du jour au lendemain, comme je dis. Ça dépend sur quelle personne tu vas tomber aussi, sur les occasions que tu vas avoir. C'est pas forcément... En fait, c'est une voie où tu sais pas ce qui va t'arriver. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'artistique, entre guillemets. C'est que tu y vas, tu sais pas où tu vas finir et tu peux être surpris ou déçu. Mais souvent, ceux qui sont déçus, je donne l'exemple, il y en a, ils font des expos dans des galeries et ça s'arrête là, tu vois. Ils se disent, ah bah j'ai fait mon expo, c'est fini. Alors pour moi, c'est pas du tout, genre c'est une étape parmi d'autres. Elle fait une expo là chez Castel. Ça va être quoi après? Bah, je sais pas encore, mais ça va être intéressant de savoir comment je vais mettre ça en place, enfin, le projet qu'il va y avoir derrière. Ça peut être, je sais pas, un magazine, des photos, tout et n'importe quoi. Bah oui, parce que si, c'est un peu triste un artiste qui s'arrête à une expo, tu vois. Sauf si t'es en fin de vie. Il y en a qui s'arrêtent à des expos.
qui font une galerie et qui disent je continue à peindre et j'espère que une autre galerie va me prendre. Toujours dans ce côté-là un peu la même roue, tu vois, genre. Ouais, c'est la voie classique. C'est ça. Mais en vrai, est-ce qu'il y a une voie classique? Ça, c'est la question. J'imagine que oui. Est-ce que aujourd'hui, elle a toujours sa place? Pas forcément. Non. Pas forcément. Le podcast a un petit peu, en tout cas, j'essaye de mettre en place ces questions. D'accord. Pour la fin. Okay. Donc, la question, est-ce que il t'arrive de douter de ta pratique artistique? Ça m'arrive de douter quand j'ai des périodes où je crée pas forcément. Je me dis, j'espère entre guillemets que je vais faire des choses artistiques dans ce mois-là, par exemple. J'espère rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir rebooster après cette dynamique artistique. Là, il y a eu l'exposition, ça m'a vraiment boosté à créer, à faire des toiles, et je me dis, en fait, il y a un point final à tout ça, c'est que je vais faire mon expo. Et là, pour l'instant, tu vois, mon expo est finie. Je cherche encore ce que je vais faire artistiquement, et je pense à de la vidéo, comme je t'ai dit, de la photo, et voir comment je peux créer autrement, pas forcément en faisant des expos, mais créer vraiment autrement avec d'autres contenus, d'autres façons, en fait. Ok, trop bien. Et c'est une manière, qui marche bien pour passer au-delà du doute, se mettre en action. Exactement. Est-ce que t'as déjà eu des critiques? Parce que justement, pour effacer le doute, tu te mets en action, mais il y a aussi le fait que les gens puissent critiquer ton art. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et comment tu fais pour le surmonter? Ou est-ce que même tu l'écoutes, cette critique? Alors pour ma part, il n'y a jamais eu personne qui me critiquait en soi mon art. C'est plutôt de la critique en pourquoi ça avance pas vite, c'est quand, je sais pas, c'est quand tu vas faire le prochain truc, tu dessines toujours, enfin tu vois, c'est plutôt de l'attente, de la patience, de l'attente, ça avance pas vite, tu vas être artiste, mais c'est quand tu vas exposer, tu vois. J'ai déjà eu cette question et j'ai exposé après, tu vois, et ça, pour l'instant, cette question, c'est fini. Okay. Mais je sais qu'il va y avoir autre chose derrière. Enfin, après expo, tu vas faire quoi? C'est quand les œuvres elles sont connues. Enfin, tu vois, j'ai toujours ce truc-là de pression entre guillemets en mode c'est quand ça va bouger. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, et c'est assez. Enfin, c'est la première fois qu'on me répond ça. Même moi, j'avoue que c'est pas les premières choses qui me viendraient en tête, mais tout de même, il y a cette impatience un peu comme un enfant devant sa télé qui fait mais c'est à quelle heure? Bon, ça c'est que pour nous, hein. Désolé les enfants d'aujourd'hui, mais je parle des enfants qu'on était. C'est à quelle heure que passe telle série, ou on arrive quand, tu vois? Et sur ça, tu peux pas avoir de réponse. Tu peux pas savoir, et c'est un peu le reflet de la société. Enfin, toujours de créer en abondance. Sauf que, un artiste, ça crée pas en abondance. Ça s'arrête au bout d'un moment et ça peut repartir pour des mois mieux encore, tu vois. Mais c'est toujours les gens qui disent c'est quand on va y avoir ça, c'est quand on va y avoir ci. Tu peux pas savoir parce que c'est pas une machine. On n'est pas des machines, on crée pas comme on n'est pas des chats GPT. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on fait pas partie de ces trucs qui sont vides, toujours sur les réseaux à créer, et nous on sait quand on va arriver, on va mettre en place notre œuvre et tout. Et pour le coup ça c'est bien parce qu'on a la main dessus, tu vois. On peut dire ça c'est dans pas longtemps, et bim, on crée la surprise. Et ça c'est avantageux pour nous, je trouve. Un peu à la Taylor Swift. Exactement. J'ai les refs. Je l'écoute pas tant. Moi j'aime bien. Par contre, niveau com, mais quelle reine. Oui. Incroyable. C'est des gens un peu aussi pareils comme ça qui inspirent. Tu te dis, leur art, c'est la musique, mais elle a réussi à mettre tout un univers derrière. Elle a créé une fanbase. Enfin, vraiment, c'est incroyable, tu vois. Et je me dis, pourquoi l'art, ça pourrait pas être comme ça? Comment est-ce que tu imagines l'évolution de ton univers artistique dans les prochaines années ou mois, si c'est plus proche? Alors, pour ma part, déjà, je vois peut-être une autre expo par-ci par-là, tu vois. Mais comme je dis, c'est pas quelque chose que j'imagine
longtemps avant, c'est vraiment ce que je vais vivre dans le mois ou les mois qui vont suivre. Les gens que j'ai rencontrés aussi, la façon dont je vais vouloir créer, soit de la peinture, de la photo et pourquoi pas de la vidéo, tu vois. Et tout ça, ça va dépendre à l'évolution suivante de mon processus artistique, là. Ok. C'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir fait ce Bah podcast. pareil, hein. C'était trop cool. Première fois pour moi, premier exercice, et ça va, je me suis pas trop mal sorti. Non, franchement, trop bien. J'adore. Ouais. Je pense que cet épisode va être incroyable et vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc là, on va clôturer. Ça fait un moment qu'on est ensemble Ouais. et c'était incroyable. En tout cas, pour vous, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un j'aime si c'est sur YouTube, 5 étoiles si c'est sur les autres, 5. Spotify, Apple Podcast, Ouais. Deezer. Et oui, 5. Quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Donner un petit peu de force à ce podcast. Surtout que ça fait pas très longtemps qu'on est sur YouTube, donc il y a pas encore beaucoup d'abonnés, mais bientôt. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir passer dans ton podcast. C'est très sympa, c'est très convivial. Et pour ma part, vu que je n'ai pas l'habitude de parler dans un podcast, c'est la première fois que je fais ça et franchement très à l'aise. Et c'est comme une thérapie en fait, et du coup ça m'a beaucoup plu. Je suis pas docteur du coup, mais c'est une sorte de thérapie. Thérapeute Cohen. C'est ça. J'ai même pas eu besoin de faire le diplôme. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Common. Bisous.